les méthodes de collecte des données. On va plutôt commencer par la méthode qualitative ou l'approche méthodique qualitative. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Bon, vous voyez, c'est deuxième partie, hein. Dans le format classique, c'est la deuxième partie d'un mémoire ou bien la deuxième partie d'un travail de recherche, hein. De recherche, c'est la deuxième partie. C'est de ça qu'on va parler. On va passer du temps. On a 2 heures. On va peut-être pas aller au-delà des 10 heures ou bien pas plus. On va exposer le cours pendant environ 1 heure et 1h30 plutôt. Et puis, 30 minutes, on va passer les 30 minutes pour faire des échanges. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire les questions dans le chat, hein, je regarde après. Et aussi essayer de nous titiller un peu. Bon, dommage, ça fait 2 semaines, on n'a pas Émilie, hein, parce qu'Émilie est surchargée sur autre chose, hein. Bon, on espère que ça viendra. Avant qu'on aille plus loin, il y aura très bientôt un cours sur WordPress, hein, qui va être à votre disponibilité. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit pour demander, ils ont fait leur inscription, mais pourquoi ce cours ne se démarre pas? Normalement, nous sommes 2 sur ce cours, hein, et l'autre personne a des problèmes. L'autre personne qui est beaucoup plus pragmatique, hein, elle a des problèmes. Bon, OK, on aura le temps d'en discuter maintenant. Passons à notre cours du jour, c'est l'échantillonnage. On commence par l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est quoi? L'échantillonnage, hein. La première partie, c'est le travail que vous avez réalisé sur la revue de littérature. Vous réalisez une revue de littérature, vous avez pu collecter, malaxer les informations de littérature. Parfois, les gens disent littéraire ou littérature. Non, non, revue de littérature, c'est pas littéraire. Littéraire, quand on parle de littéraire, on voit purement lettres. Mais là, on parle de revue de littérature. Vous avez passé en revue la littérature et qui vous a permis de faire émerger des hypothèses d'études. Et ces hypothèses que vous devez tester sur les terrains, vous allez tester. Et si vous n'avez pas encore testé, il faut penser à tester les hypothèses. Voilà, ça c'est la première chose. Après, je vous conseille également, dans le cadre de votre mémoire, vous formulez des hypothèses, il faut nous envoyer. Il faut nous envoyer un certain nombre d'hypothèses. Bon, pour faire simple, si vous avez 3 grands thèmes ou bien 3 sous-thèmes dans le cadre de votre travail, et chaque sous-thème a une hypothèse. Voilà. C'est comme ça. Oui, une fois que vous terminez ce travail, il faut aller sur les terrains. Vous avez vos hypothèses qui ont été émergées de la littérature. Il faut aller sur les terrains avec des outils. Mais avant d'aller sur les terrains, il faut que vous ayez en tête, hein, le nombre de personnes à interviewer, le nombre de personnes à sonder, le nombre de personnes à enquêter. Ça, il faut penser à l'échantillon et comment vous construisez cet échantillon. Cet échantillon, comment vous construisez? Il y a des méthodes, il y a des approches, il y a des modes. C'est ça qu'on va essayer de voir là. Pour faire simple, hein, l'échantillonnage, hein, c'est la partie de la population générale que vous allez sonder, que vous allez enquêter. Bon, en grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez, je ne sais pas, si vous travaillez sur un sujet qui concerne une ville. Dans la ville, vous n'allez pas interviewer tout le monde qui fait partie de la ville. Vous allez sélectionner un échantillon. Il faut que cet échantillon soit représentatif des personnes qui vivent dans cette ville. On parle d'échantillons représentatifs. Pour que ça soit représentatif, il faut que dans l'échantillon sélectionné, il faut que les gens qui font partie de cet échantillon possèdent les mêmes caractéristiques, en grosso modo. C'est ça. C'est ça qu'on veut vous dire. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir. Voilà, l'échantillon, on dit, il existe différentes manières pour extraire un échantillon dans une population d'études. Dans une population, vous allez extraire, vous allez prendre. Si vous avez une loupe là, c'est ce même procédé. Quand vous regardez les films, qu'il y a des enquêtes, qu'il y a de l'espionnage, hein, il y a toujours, c'est ça, des échantillons. On travaille sur des échantillons. C'est pareil, en laboratoire, quand vous faites des manipulations en laboratoire, vous manipulez des échantillons. Vous n'avez pas passé, par exemple, si j'ai
un camion de riz. On dit dans ce camion de riz, il y a un sac dans ce sac, dans un sac de riz, il y a des produits défectueux ou bien tout, il y a des morceaux de bouteille. On ne va pas passer tout le camion au pain fin. On va remonter, on va choisir des critères précis pour dire dans ce camion-là, il y a un sac, mais ce sac-là possède telle ou telle caractéristique. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, c'est pareil pour les mangues défectueux. Bon, si on analyse des mangues qui sont défectueuses, il faut analyser en fonction des critères précis. Est-ce que c'est par rapport à la couleur? C'est par rapport à la variété? Est-ce que c'est par rapport au niveau de maturité, etc., etc. Autant d'indicateurs. C'est ça qu'on va essayer de faire. Voilà. On dit l'échantillonnage, hein, c'est très important, surtout dans les études quantitatives et également dans les études qualitatives. Il faut passer par cette étape-là, l'étape d'échantillonnage. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. Parce que c'est l'échantillonnage qui donne le pouvoir explicatif, hein, de votre modèle ou bien de votre étude, dans le cas d'une étude quantitative. Mais dans le cas d'une étude qualitative, on ne parle pas de pouvoir explicatif. Parce que là, on est là pour analyser des points de vue. Pour analyser des points de vue. C'est ce qui est différent. Alors, pour un échantillonnage, les contours, quand on parle de l'échantillonnage, hein, on va parler de population d'études, population d'études, échantillon ou échantillon d'études et cadre d'échantillonnage. C'est ces trois facteurs qu'on parle. Population, on dit, c'est tous les individus que l'étude cherche à couvrir. C'est toutes les personnes que l'étude cherche à couvrir. Par exemple, hein, pour vous qui êtes en Martinique, hein, si on mène une étude, hein, en Martinique pour détecter les chlordécones. Les chlordécones ou les personnes qui sont affectées par chlordécone. Quand on parle de chlordécone, c'est l'insecticide qui a pollué les plantations de bananes en Martinique. Dans ce cas-là, on va intégrer tous les consommateurs de bananes. Tous les consommateurs de bananes fait partie de la population d'études. Et c'est dans cette population-là, on va prendre un petit échantillon, un petit nombre de personnes à interviewer. Un petit nombre, ce petit nombre s'appelle échantillon. Échantillon, on dit un plus petit ensemble d'individus représentatifs de la population d'études, de la population qu'on s'intéresse. Voilà, c'est ça. Le cadre d'échantillonnage, par contre, hein, par définition, on dit c'est l'ensemble de la population à partir duquel l'échantillon sera tiré. Voilà, on a un exemple. Là, on vous a donné l'exemple. Ça, c'est pour une étude en France, par exemple. Si on veut s'adresser à des personnes qui consomment des boissons douces, hein, on va des boissons douces, c'est pas tellement sucré. Par exemple, l'eau de boisson, c'est l'eau de boisson, l'eau à boire, ça fait partie des boissons douces. Ah, on va s'intéresser à tout le monde à partir de 1 an. Ça, c'est un exemple. On va aller plus loin. Bon, pour l'échantillonnage, on a dit qu'il y a deux familles d'échantillonnage. Échantillonnage probabiliste, qui se base sur la probabilité. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est probabiliste ou aléatoire. On se base sur des aléas. On se base sur des aléas. Et échantillonnage non probabiliste, qu'on appelle également échantillonnage empirique ou bien échantillonnage raisonné. C'est ça, on a ces deux familles, il ne faut jamais oublier. C'est probabiliste et empirique. Probabiliste, on se base sur les lois de probabilité. Les lois de la probabilité, c'est aléatoire. Et échantillonnage non probabiliste, quand on parle d'échantillonnage non probabiliste, dans ce cas-là, quand on parle d'échantillonnage non probabiliste, dans ce cas-là, on se base sur des raisonnements, on donne des raisons dans le choix. On fait des choix par raison. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour cela qu'on parle d'échantillonnage raisonné. On va essayer de voir ces deux familles en détail, les compositions ou bien les sous-groupes de chaque famille.
On va commencer par échantillonnage probabiliste ou aléatoire et après on termine par l'échantillonnage non probabiliste ou raisonné. Dans le cas de l'échantillonnage aléatoire, il peut y avoir un sous-groupe qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire et simple, hein, c'est ça qu'on va essayer de voir. Et après aléatoire simple, il va y avoir par grappe et aussi, il va y avoir aussi par strate. C'est trois familles, c'est trois familles-là qu'on va rencontrer dans le cadre de l'échantillonnage aléatoire. Bon, on dit l'échantillonnage aléatoire, c'est basé sur le hasard. Par exemple, les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard, c'est basé sur l'échantillonnage aléatoire. Tout le monde qui a joué a la chance d'être gagné. C'est ça. On achète un billet, on a de la chance d'être parmi les gagnants. C'est que ça. C'est aléatoire qui se base sur le hasard. Échantillonnage. On dit c'est un échantillonnage constitué par tirage au hasard. On tire au hasard. Si vous avez l'habitude de regarder comment on tire les résultats de la loterie, ou bien vous regardez également les courses, bon, pas les courses, hein, euh, les jeux, bon, en France on appelle ça Euro Million, les jeux de millionnaires, dans quel que soit le pays, il y a ces jeux-là qui sont populaires partout dans le monde. Ça se base sur le hasard. C'est comme si ce matin-là, si vous achetez le bon billet, bon, le billet, si vous avez la chance déjà, quand on parle du hasard, il y a de la chance aussi, des facteurs de chance. Si c'est sur vous, ça tombe et vous devenez millionnaire. OK, alors c'est ça, c'est quand on parle de l'échantillonnage, hein, et aléatoire. Alors ça, pour l'échantillonnage, c'est intéressant parce que vous ne pouvez pas aller sur les terrains sans avoir en tête ce protocole. C'est un protocole de travail. Ça, c'est pareil, vous êtes en sciences dures, en sciences naturelles, c'est toujours, il faut passer par l'échantillonnage. On dit, cet échantillonnage, c'est fait, ce tirage, c'est fait au hasard, et à partir d'un fichier nominatif que tous les individus appartenant à la base des sondages. C'est tout le monde. On a une liste, hein. Dans cette liste-là, on fait la sélection, mais par pur hasard. C'est comme si vous avez une liste d'emails à envoyer, liste d'emails dans votre liste, vous prenez votre liste et parmi les V, vous sélectionnez, vous copiez, et puis la quantité que vous trouvez, vous prenez cette quantité, vous envoyez vos emails. Là, c'est au hasard. Et les niveaux de validité de cette méthode reposent sur le fait que tous les individus tirés au sort acceptant de répondre. Alors là encore, si c'est pour des interviews, c'est un peu risqué parce que il faut déplacer, aller rencontrer les gens qui n'ont pas de temps, les gens qui travaillent, les gens qui soient ou bien qui se déplacent ou bien qui sont en week-end, qui sont en vacances. Il faut que vous attendiez ces gens-là parce qu'une fois que vous tirez, vous ne pouvez pas remettre dans la boule. Vous tirez, vous tirez. Les gens, les noms qui sortent, vous prenez ces personnes-là à interviewer. C'est comme ça marche. Bon, on ne va pas passer du temps à parler parce qu'on dit c'est coûteuse parce que ça demande beaucoup de relance. Il faut relancer ces personnes-là parce que ce sont ces personnes-là qui ont été tirées au sort. C'est pareil quand on voit, bon, ça se passe comme ça, mais par contre, quand on fait on va voir ça tout à l'heure pour, par exemple, comment ça se passe quand on mène des sondages pour les hommes politiques. Comment ça se passe, on va voir ça. On dit parmi les échantillons aléatoires, il existe trois variantes, hein, qu'on va essayer de voir, qui sont aléatoires simples, aléatoires stratifiés et aléatoires par grappe qu'on appelle les clusters. Voilà. On va voir maintenant aléatoire simple. Aléatoire simple, hein, on dit les individus sont codés puis tirés au sort. Voilà. C'est un tirage équiprobable. Équiprobable, ça signifie que tous les individus qui appartiennent à cette base de données ont la chance d'être tirés. À la chance d'être tirés. C'est ça, c'est équiprobable. Ça, c'est aléatoire simple. Ça, c'est encore, on dit, bon, par exemple, hein, procéder de tirage au sort pour sélectionner un individu pour participer à une enquête.
C'est ça, c'est comme ça, là, les enquêtes, hein, c'est sur cette base-là. Alors, bon, les enquêtes, parfois, ça fait un peu rigoler quand on voit quelqu'un dire, bon, on va dans telle zone, on va balayer toutes ces zones-là. Ça, ça, ce n'est pas une enquête, hein, c'est ce qu'on appelle dans le langage technique un assessment direct. Ça, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Mais par contre, dans le cas de figure qu'on parle là, on parle plutôt un échantillonnage. C'est par individu, on va réaliser l'enquête. Les personnes qu'on tire, ce sont ces personnes-là qui sont concernées. Mais si on fait, par exemple, par des blocs, hein, ou bien des zones, la zone qu'on tire, c'est cette zone-là qu'on va enquêter. Peut-être si vous habitez dans un quartier, vous voyez, votre quartier n'est pas sélectionné. C'est pareil. Vous avez une liste des quartiers que vous faites des tirages au sort. Généralement, on prend un individu, on va dire innocent, un individu innocent, un enfant, pour tirer pour vous. Et quand vous passez par l'enfant et les quartiers qui sortent, ce sont ces quartiers-là que vous allez intégrer dans votre analyse, dans votre enquête. C'est comme ça marche. Bon. Deuxième échantillonnage, c'est stratifié. On dit, on divise la population par des strates. Ça veut dire on découpe la population par des morceaux. Des morceaux. Ça, c'est important. On dit sur la base des critères d'hétérogénéité interstrate. Ça veut dire les strates sont différents en termes de taille, composition. Là, on s'en fout du reste. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des strates et dans chaque strate, on va prélever des unités à enquêter, des unités d'échantillonnage pour construire notre échantillon. On prend la population globale, bon, prenons le cas, si je prends les États-Unis d'Amérique, on divise les États-Unis en nord, sud, côte est, côte ouest, et puis on va commencer à tirer. Si on tire côte est, on sait que bon, dans la côte est, qui on va interviewer. Hein, la côte est, on trouve côté de Miami, Floride, hein, on a interviewé. Côté sud, hein, sud côté c'est Floride, et puis dans la côte ouest, hein, c'est l'endroit où il fait chaud, hein, à côté de l'océan Atlantique. Là encore, on va voir quelle ou quelle personne qu'on va interviewer. Tout près à côté de Seattle, etc. Voilà, c'est comme ça. Et dans le nord, proximité de Washington, etc. C'est comme ça. C'est comme ça, on prélève des gens, on va interviewer. C'est pareil si on est quand même en Europe, hein, quel pays qu'on va prendre? On va diviser l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, hein, l'Europe du Centre et aussi l'Europe du Sud. Et l'Europe du Grand Nord, tout ça, vous allez prélever des gens. Hein, vous divisez par strates, par des morceaux. Par strates signifie que vous découpez par des morceaux et puis qui sont hétérogènes, hein, en termes de composition. En termes de composition. Quand on dit composition, comme là, on parle des individus, on va voir en fonction de la CSP, catégorie socio-professionnelle, profession, éducation aussi. Bon, langue parlée, dépendamment du pays, hein, langue parlée. Et aussi, bon, quand on dit éducation au niveau d'études, hein, c'est ça qu'on voit. Pratique religieuse aussi, ce sont des critères qu'on va intégrer là-dedans. Et puis, catégorie d'âge aussi. Moins jeune, bon, on attend, bon, c'est toujours moins jeune. C'est que senior, junior, des jeunes, moins de 18 ans, 18-25 ans, 26-37, etc. Voilà, c'est comme ça, plusieurs catégories. On dit c'est hétérogénéité interstrate. C'est totalement hétérogène, c'est pas homogène. On dit chaque individu n'appartenant qu'à une seule strate. C'est ça. C'est ça, ça donne une représentativité de l'échantillon final. C'est ça qu'on cherche déjà. Là encore, je considère ce mode d'échantillonnage mieux parce que par comparaison avec l'échantillonnage aléatoire simple, pour un même quartier, on peut prélever plusieurs personnes et pourtant, dans un autre quartier, il n'y a personne qui a été tiré au sort. Ça peut arriver.
Dans un quartier voisin, il n'y a personne qui n'a été tiré au sort. Et puis, dans un seul et même quartier, on voit presque 60% de l'échantillon a été tiré. Imaginez qu'on réalise un échantillonnage pareil sur le plan politique. Peut-être dans ce quartier-là, il y a des pros, tel groupe, c'est là on va voir les désordres qu'il y a. C'est comme ça, les médias vont dire, ah ouais, il y a telle enquête que tel cabinet avait réalisé qui montre que tel candidat ou bien tel parti politique est dévancé avec combien de pourcentage, 60%, etc. Et la question à poser, mais c'était quel en a été votre mode d'échantillonnage? Voilà, c'est ça les journalistes devraient poser. Quel en a été votre mode d'échantillonnage? C'est vrai, vous avez trouvé ça, mais quel a été votre échantillonnage? C'est ça. Ça, c'est important. On dit cette méthode est courante dans les études sur les chiffres d'affaires servant comme critère dans les études industrielles, les chiffres d'affaires, etc. Les entreprises, mais bon, les entreprises, hein, utilisent ça beaucoup plus. Hein. Quand on voit chiffre d'affaires, c'est pas seulement pour les entreprises, on voit au niveau des pays aussi. Des pays, pour voir les tendances au niveau des pays. Et dernière variante, c'est l'échantillonnage aléatoire par grappe. Ça aussi, on divise la société sous forme de grappes ou bien la population a étudié sous forme de grappes et après, on va prélever. Sous forme de grappes, vous vous rappelez la période des Covid, hein, c'était le mot que les gens parlaient tout le temps dans notre tête pendant la période COVID-19, hein, quand on ouvre la radio et la télé, les gens parlent de dans telle zone il y a un cluster, dans tel pays on a trouvé 3 ou 4 clusters, dans tel pays. Les clusters, c'est ça. Quand on dit forme grappe, c'est sous forme de clusters. Sous forme de clusters. Et voilà. C'est ça, on dit, on tire, une fois qu'on établit les clusters, après on tire. Et ça, c'est important, suivant des critères très, très hétérogènes. C'est à peu près pareil que l'échantillonnage par strate, hein. Mais là, c'est par grappe. La différence, hein, ça peut arriver dans certaines grappes, on ne prélève aucun échantillon. On ne prélève aucun individu, c'est ça. On ne prélève aucun individu, c'est la différence. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est à partir des graphs que vous allez prélever et puis pour analyser. Bon, OK. Que ce soit aléatoire simple, aléatoire par grappe ou aléatoire par strate, ça, ce sont des modes d'échantillonnage qui se basent sur la probabilité, mais les résultats obtenus sont sujets à discussion. Ça, c'est important. C'est ça, il faut penser à ça. Alors, quand vous allez entendre quelqu'un ou bien un journaliste qui va vous raconter des choses pour dire que il y a tel candidat ou bien tel parti politique est beaucoup plus plébiscité par le public, la question à poser, c'est par quel mode d'échantillonnage ce sondage a été réalisé? C'est la question à poser. D'accord? Et échantillonnage probabiliste, c'est à utiliser. C'est quand vous avez une base de sondage. Si vous n'avez pas de base de sondage, il faut procéder autrement. Vous savez que dans telle zone, il y a tant de population. Si votre étude c'est basée sur cette zone-là, vous pouvez passer par ces méthodes. C'est pareil, si vous travaillez dans un hôpital, votre étude c'est sur les patients qui fréquentent un service de l'hôpital, vous avez cette base de sondage, vous n'allez pas prendre l'ensemble des personnes, hein, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Déjà, vous allez soit établir ces critères-là, les critères soit par strate en fonction des critères définis, bien définis en fonction de votre métier ou bien en fonction de votre étude. Hein, si on avait pris l'exemple, on avait eu l'exemple de diabète, si c'est l'exemple de diabète, ou bien sûr l'exemple de malnutrition, pareil, hein, c'est quels critères que vous allez mettre en avant? Est-ce que c'est poids, taille, l'âge hein, et le niveau de maigreur aussi? Le poids, ça donne une idée sur le niveau de maigreur. Et puis des tests encore plus approfondis. C'est tous ces critères-là que vous allez mettre dans votre boule. Hein.
Et puis, vous réalisez vos grappes si vous voulez, ou bien vous réalisez des straps si vous voulez, ou bien vous laissez tout le monde comme ça, vous prélevez, vous dites, je dois interviewer 20 personnes, vous mettez le nom des 100 personnes, si c'est 100 qui fréquentent le service, dans une boule, et dans la boule, c'est là que vous prélevez les boules. Et à partir de 20, vous arrêtez. Ça, c'est échantillonnage aléatoire simple que je vous conseille d'utiliser. Ça vous aide. Mais quand vous êtes payé, il y a de l'argent derrière, là, vous avez le luxe de passer par aléatoire et par grappe ou bien par strat. Et là, il y a des statisticiens derrière pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. D'accord? OK, maintenant, passons à l'échantillonnage. Bon, ça c'est pour juste pour terminer. On dit l'échantillonnage systématique, ça c'est ça qui correspond à l'étoile simple, ça veut dire c'est bon, c'est ça que vous faites. Je ne vais pas passer mon temps là-dedans. Maintenant, passons à la technique d'échantillonnage empirique. Euh, Échantillonnage empirique, on appelle aussi échantillonnage raisonné. Bien, pourquoi on appelle raisonné? C'est parce que on se base sur des critères non probabilistes. On n'est pas sur les critères de probabilité des tirages au sort. Là, on se base sur des critères précis. On sait qu'est-ce qu'on recherche. On a une idée, on sait ce qu'on veut. On a pas mal de critères et là, on cherche des choses précises. Ça, c'est pour cela on appelle ça, on appelle cet échantillonnage empirique. C'est pour cela, pour ce mode d'échantillonnage, vous allez voir qu'il existe environ 4 variantes. Différent, l'autre, c'est 3 variantes et là, 4 variantes. Première variante, c'est par quota. Par quota, ça c'est la meilleure des techniques d'échantillonnage qui existent. Pourquoi c'est la meilleure? Là, on se base sur des quotas. On sait que dans une zone donnée ou bien dans une commune, ou bien dans un village ou bien un quartier, on sait la quantité de personnes qui y vivent. Qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes, le pourcentage d'enfants, le pourcentage de jeunes, le pourcentage en fonction des sexes. Et la pratique, la pratique linguistique, on a ces informations-là. L'habitat, on sait comment les nombres de personnes par foyer, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont au chômage, on a toutes ces informations-là. Et là, on va prélever un échantillon représentatif. Pour que ça soit représentatif, on se base sur ces pourcentages qu'on appelle les quotas. On se base sur les pourcentages. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. On a pour des critères qui sont définis dès le départ, ce sont des critères sociodémographiques comme l'âge, sexe, revenu, habitat, etc. On a ces informations-là. L'habitat et région d'habitat ou région dans quel endroit la personne habite, dans quelle ville, si c'est dans le nord, dans le sud, le centre, ouest, etc. Et aussi le nom de la ville, hein, vous avez une idée sur ça. Et le nombre de personnes par foyer aussi. On peut aller encore plus loin sur le statut marital ou matrimonial, si vous voulez. Tout ça, ce sont des informations importantes. C'est sur l'ensemble de ces informations que vous capitalisez pour pouvoir établir votre quota. D'accord? C'est comme ça. Et puis, on sait quel pourcentage, on fait un tableau, puis c'est comme ça que vous pouvez aller plus loin. On dit échantillonnage par quota, c'est mode d'échantillonnage où l'expérimentateur identifie les attributs au préalable. Tout ce qu'on a parlé, de l'âge, statut marital, sexe, revenu, etc., sont des attributs. Bon, on a l'exemple là, on a l'exemple. Si l'expérimentateur mène une étude sur la population composée de 10 000 hommes et 20 000 femmes, et que la taille de l'échantillon est de 100, il pourrait considérer que 100 hommes et 25 femmes sont représentatifs. Bon, c'est pas représentatif, c'est pas 25 femmes, bon, ça c'est à corriger, c'est 100 hommes, peut-être 250 femmes, voilà, 250 femmes, 100 hommes et 200 femmes plutôt, hein, soit représentatifs en fonction des critères précis. Ça, c'est comme ça. Voilà. Au fur et à mesure, avec l'échantillonnage par quota, au fur et à mesure que votre échantillon est élevé, c'est au fur et à mesure que les résultats est précis. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça, c'est
au fur et à mesure que votre échantillon est élevé, c'est au fur et à mesure que les résultats que vous allez trouver seront précis. Alors, il y a d'autres méthodes qu'on appelle par commodité. Ça, c'est la méthode que généralement les étudiants utilisent parce que pour travailler avec la méthode d'Ekuta, il faut avoir du temps et de l'argent. Quand même, vous n'allez pas passer votre temps en établissant des quotas. Une fois que vous n'arrivez pas à trouver la quantité exacte, vous n'arrêtez pas, vous continuez. Mais par contre, par commodité, n'importe quelle personne que vous trouvez, vous interviewez ou bien vous sondez et il n'y a pas de problème. Ça avance au fur et à mesure. Ça avance. Une fois que vous arrivez à un certain seuil, vous dites, bon, j'arrête mon enquête, je peux commencer à faire les analyses des résultats de l'enquête. Là, pas de problème. C'est pour cela qu'on appelle ça par convenance. Une échantillon de convenance, c'est quand on lit un mémoire, on voit dans le mode d'échantillon, on regarde dans l'approche méthodologique, on regarde quelle méthode que l'étudiant a utilisée, est-ce que c'est quantitative ou qualitative, et également le mode d'échantillonnage. Est-ce que c'est probabiliste ou non probabiliste ou empirique? Si c'est non probabiliste, si c'est probabiliste, on va regarder est-ce que c'est aléatoire simple, est-ce que c'est par grappe ou bien euh, par strat. Mais si c'est non probabiliste, on va regarder si c'est par quota ou bien par commodité. Moi, ça me fait rigoler souvent. Bon, ça va, c'est pas rigoler, ça me fait un peu, ben, c'est plaisant de voir les étudiants qui ne comprennent pas le mode d'échantillonnage et ils s'inventent toujours pour dire on a réalisé un échantillonnage par convenance. Et quand on lit, on dit, mais quand même, si vous avez interviewé des personnes que vous connaissez déjà, parce que ces personnes-là exercent tel métier, ou bien ces personnes-là font telle pratique, vous connaissez ça déjà d'avance. Si vous connaissez d'avance, ce n'est pas par commodité. Ce n'est pas par commodité. Il y a un autre mode d'échantillonnage, c'est ça qu'on va voir là. C'est ça. Ce qui est intéressant dans l'échantillonnage par convenance, vous trouvez une personne, vous interviewez ou bien vous enquêtez ou bien vous envoyez votre sondage, votre questionnaire de sondage. Après, vous demandez à la personne, n'hésitez pas à me référer des personnes ou bien n'hésitez pas à partager dans votre entourage. C'est ça. Et ça crée un effet de boule de neige qu'on appelle échantillonnage. Bon, dommage, c'est pas là. C'est échantillonnage qui est très, très intéressant. Oui, troisième, hein, échantillonnage, boule de neige. Boule de neige, hein, pourquoi c'est boule de neige? Comment ça se pratique quand, si vous regardez bon, dans les films ou bien les dessins animés, surtout les dessins animés, pas dans les films. Les dessins animés, on regarde, et dépendamment du héros qui est à l'honneur dans les films, on voit que la personne, au sommet de la montagne, enneigée, la personne commence à se glisser. La personne tourne et puis ça fait une boule. Au fur et à mesure que la boule de neige descend, ça amasse de la neige et ça fait une grosse boule quand ça arrive en bas. C'est comme ça, c'est l'effet boule de neige. Au fur et à mesure que et cette méthode, c'est pratique sur l'échantillonnage par convenance. C'est une évolution de l'échantillonnage par convenance. C'est-à-dire qu'une fois que vous trouvez la première personne à interviewer, cette première personne-là, vous demandez à la fin, est-ce que vous connaissez des personnes qui s'intéressent ou bien qui pratiquent ce métier ou bien qui font ces genres de pratiques qui seraient disponibles pour répondre à mon questionnaire, mais à mon guide d'entretien ou à participer dans cette étude, etc. Vous demandez et puis la personne vous réfère à une personne. C'est le fait du réseautage. C'est ça qu'on vous apprend surtout dans les cours de marketing relationnel ou bien marketing de réseau ou bien, bon, ça c'est un cours, ou bien les personnes qui vendent du rêve, les personnes qui sont des agents de vente hein, ou bien des commerciaux qui vous disent, voilà, si vous faites ça, vous allez devenir riche, etc. Regardez, vous allez à tel niveau, vous allez voyager dans tel ou tel pays. C'est cette pratique-là qu'ils mettent en application. Le fait de réseau, c'est ça. Cet échantillonnage, là, il faut que vous parlez de cet échantillonnage-là. Le fait de réseau, c'est que vous commencez par une personne, vous demandez à la personne de vous référer à une autre personne et ça continue. Ou bien vous avez votre questionnaire, vous envoyez à un ami,
pour avoir son avis sur votre questionnaire ou bien sûr pour participer à votre enquête. Et après, vous dites, hein, n'hésitez pas à partager. Maintenant, avec WhatsApp, c'est rapide, on partage. Par mail, c'est juste faire un transfert de mail. C'est comme ça marche. D'accord? Et puis, vous voyez dans ces genres de questionnaires, à la fin, vous dites, n'hésitez pas à partager dans votre entourage. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager ces liens dans votre entourage. Voilà, c'est comme ça. Et puis les grandes marques, comment les grandes marques, les multinationales, c'est comme ça, ils arrivent à rentrer dans la tête des gens. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si vous partagez par 10 à 10 personnes, vous aurez un cadeau, etc. Et les gens partagent vraiment. Est-ce que ces gens-là ont reçu des cadeaux? Jamais. Voilà, c'est la technique qu'ils utilisent. OK, dernier mot d'échantillonnage, c'est échantillonnage par jugement ou a priori. C'est quatrième mode d'échantillonnage. Échantillonnage empirique. C'est par jugement ou a priori ou purement raisonné. Bon, je préfère dire par jugement ou bien par a priori. Alors, par a priori, c'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. Quand l'étudiant note, hein, c'est parce que cette personne-là a l'habitude de fréquenter tel endroit. Ou bien cette personne-là, je connais cette personne, c'est quelqu'un de mon entourage, je sais que cette personne-là pratique telle activité. Là, c'est pas jugement, c'est pas a priori. Ça, c'est échantillonnage par jugement et par a priori. Si que votre étude concerne la technologie dans le milieu hospitalier, qu'est-ce que vous avez en tête déjà comme personne à interviewer? On a déjà les médecins. Après les médecins, on a les administrateurs d'hôpitaux, aussi les infirmières, les auxiliaires. Vous voyez? C'est comme ça. On réfléchit. C'est pas a priori. On sait très bien, ça s'intéresse au milieu hospitalier. Ce sont ces personnes-là que je dois interviewer. Pas a priori. C'est sur cette base-là. C'est pas une liste, je vais dans tel hôpital, je sais que s'il y a un hôpital de proximité, à proximité de chez moi, c'est le meilleur endroit qu'il faut aller. Peut-être quand je vais tomber sur quelqu'un qui me connaît déjà, ça va me faciliter la tâche. D'accord? C'est comme ça marche. C'est pas a priori. Voilà, ça c'est ce mode d'échantillonnage hein, que je vous conseille beaucoup plus l'échantillonnage quand vous avez du mal à trouver des personnes à interviewer. C'est par commodité. Je vous conseille de faire par commodité. Vous avez du mal à trouver. Mais si vous êtes financé, vous avez de l'argent pour mener votre étude, mémoire, thèse doctorale, etc., c'est pareil, c'est échantillonnage par quota. C'est ça qui est important à utiliser. Après, échantillonnage par boule de neige, c'est la stratégie. Cette stratégie-là, c'est payant. C'est la stratégie réseautage que vous devez mettre en application. C'est ça qui vous permet d'arriver aussi. C'est pareil quand vous faites... oui, c'est pareil quand vous faites votre mémoire, votre thèse, c'est le côté réseautage, le côté de réseau, c'est ça. Après, puis l'échantillonnage hein, par jugement ou par a priori, vous avez une idée, vous savez ce que vous cherchez, vous savez quelle personne qu'il faut interviewer. Là, c'est par jugement, il faut l'ajouter. Parfois, quand j'ai lu le mémoire, l'étudiant ajoute soit par quota, ou non pas par quota, surtout par convenance, et pourtant, quand j'ai lu, je vois c'est par a priori, par jugement ou a priori. OK, par rapport à votre question, la question par quota, on a une question, comment calculer l'échantillonnage par quota? Échantillonnage par quota. Alors, quand on réalise des quotas, on réalise des quotas, quotas et des pourcentages. Vous avez des pourcentages, vous avez des proportions de population. Vous savez que vous avez des idées, bon, je ne sais pas dans quel pays, dépendamment de votre pays, vous avez des instituts qui réalisent des statistiques, des instituts qui réalisent des statistiques, ou bien des cabinets qui réalisent des études. On sait que dans une population, on sait le nombre de personnes qui composent la population. On sait que pour telle zone, il y a pourcentage d'hommes, pourcentage de femmes, le niveau d'éducation, c'est à partir de ces critères-là on établit les quotas. On sait que c'est une population composée de 52% d'hommes ou bien 52% de femmes, 48% d'hommes. On sait
déjà, enfin, c'est comme ça, c'est déjà la base du quota. Voilà. Et puis, si on va, surtout par exemple la personne qui travaille sur l'alcool, la consommation d'alcool chez les jeunes, hein, la consommation de l'alcool chez les jeunes, on sait que dans telle zone, si on a les statistiques, on ne sait pas toujours les statistiques de marché, les statistiques sectorielles de votre secteur, des statistiques macro, des données macroéconomiques. Vous savez que dans telle zone-là, on va voir le pourcentage de personnes qui consomment de l'alcool par rapport à la population globale. Là, on a cette donnée. Après, on va regarder la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Et puis, les pourcentages d'hommes et les pourcentages de femmes. Et les tranches d'âge aussi. Les tranches d'âge. C'est à partir de ces informations-là, tranches d'âge, après plus homme-femme, on avait donné ces, ces variables. On va revenir sur ces variables-là. Oui, les variables, c'est à partir de ces variables-là. Variables sociodémographiques, l'âge, sexe, revenu, région, habitat, on a ces données-là qui existent au niveau des cabinets. Si vous n'avez pas ces données, vous n'avez pas accès à ces données, vous laissez tomber, vous passez à un autre mode d'échantillonnage. Mais une fois que vous avez ces données qui sont précises, chiffrées, il faut passer par le quota. D'accord? Comme moi, j'avais travaillé sur ma thèse et j'avais travaillé sur la population d'origine étrangère qui vivent en France, hein, qui consomment la technologie pour les appels de longue distance. Hein. Ça m'a intéressé de voir les quotas, d'établir des quotas déjà entre les étrangers qui sont en France. Les classements des étrangers maghrébins, subsahariens, asiatiques, hein, et puis antillais, caribéens, etc. Plusieurs catégories caribéennes. C'est à partir de ces catégories, j'ai des pourcentages parmi la population globale. Si la population globale est représentée à 10 millions de personnes d'origine étrangère, dans ces 10 millions, combien les Maghrébins représentent? Combien de pourcentage les Maghrébins représentent? Les Maghrébins, bon, on va dire environ 30%. Les subsahariens, on va dire environ 20%. Et les Asiatiques, combien de pourcents? Et puis les Caribéens, combien de pourcents? Et les Américains du Nord et du Sud, combien de pourcentage? C'est comme ça. Voilà. En fonction de ces pourcentages-là, je peux dire, si j'ai 5 catégories à interviewer, j'ai fait pour les 5, si je vais interviewer, disons, 500 personnes, et c'est 500 multiplié par le pourcentage de chaque catégorie représentative, qui vous donne la quantité de personnes à interviewer pour chaque catégorie. C'est ça. C'est comme ça. C'est sur la base de ces critères-là. Alors, si on va se baser sur les personnes qui vendent dans un marché public, hein, sur les quotas, on va voir les personnes qui vendent des fruits et légumes, les personnes qui vendent des produits secs, les personnes qui vendent des produits importés, les personnes qui vendent des produits locaux. C'est ces critères-là. On va établir ces critères-là. On a tous les pourcentages des personnes qui vendent ces produits et puis on a le nombre de personnes à interviewer qui soient représentatives pour chaque catégorie et au final, qu'on a un échantillon qui soit représentatif. C'est ça. D'accord? Bon, dit comme ça, c'est un peu théorique, mais il faut se baser sur des données. Vous travaillez sur un sujet, essayez de voir quelles sont les études sectorielles qui ont été réalisées dans le cadre de votre étude. Les études réalisées par des cabinets ou bien par le gouvernement aussi, parce que le gouvernement, il y a des secteurs, par exemple, santé publique, c'est le gouvernement qui s'intéresse à ça, c'est le gouvernement qui produit des données, santé publique. Sur la technologie, ça, c'est plutôt des cabinets privés, dépendamment du pays, ou bien la cellule l'observatoire qui s'occupe de la technologie dans ce pays-là. C'est comme ça fonctionne. Après, l'autre secteur alimentaire, au sens large, c'est le ministère de l'Agriculture. La santé, c'est le ministère de la Santé. Vous voyez, c'est tout ça. Essayez de réfléchir sur ce point-là. Après, vous avez des critères, essayez de confronter vos critères avec les données qui sont disponibles.
Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut établir les modes d'échantillonnage. Bon, là, on a un exemple. On a un exemple pour comprendre ce qu'on fait. Bon, c'est exemple, on dit la population mère, c'est la population globale des consommateurs d'un produit X est constituée de 50% d'hommes. Et parmi ceux-ci, 30% sont des clients fidèles. Et 50% alternent entre deux marques et 20% sont fidèles à une seule marque. Si l'on dispose de 10 enquêteurs, chacun interrogera 40 personnes, 20 hommes, 6 acheteurs fidèles, 10 moyennement fidèles et 4 fidèles. Voilà. On dit, par exemple, identifier cette méthode pour chaque cas. On a un autre cas qui c'est on teste une nouvelle formule de déodorant pour chiens. Bon, ça c'est pays occidentaux auprès de deux cibles jugées sur la base d'expériences comme les plus respectives. Bon, quand on dit des cibles, c'est deux groupes d'individus. Un premier échantillon est composé de 50 maîtresses de caniche âgées de 50 ans, de plus de 50 ans. Un second regroupe 50 hommes ayant le labrador. Si le pré-test a connu un succès, ah, on enchaîne avec une étude quantitative pour approfondir ces résultats. Voilà. Alors ça, c'est intéressant. On a deux échantillonnages. Voilà. Le premier échantillonnage, hein, pour identifier, là, on commence par dire on a une population pour consommer un produit X constitué de 50% d'hommes. Et parmi ces 50% d'hommes, on a 30% qui sont clients fidèles, 50% alternent entre deux marques et 20% fidèles à une seule. Voilà, ça c'est ça. Si on dit les enquêteurs qui vont réaliser cette étude, on a 10 enquêteurs chacun, interroge 40 personnes, 20 hommes et 6 acheteurs fidèles, en moyenne 10 moyennement fidèles. Voilà, c'est quel échantillonnage? Là, est-ce que c'est quota? Est-ce que c'est convenance? Est-ce que c'est a priori ou bien est-ce que c'est échantillonnage par boule de neige? Le premier constat ici, c'est échantillonnage par convenance. Vous voyez? Ce n'est pas par quota. C'est vrai, on parle des pourcentages, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est par convenance. D'accord? Ça, c'est important. Alors, on teste une nouvelle formule. Pareil, ça, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est pareil. Bon, là, on va revenir sur les calculs. Les calculs seront là. Et puis, bon, vous aurez le temps de travailler un peu. Bon, pour résumer, parmi tous les modes d'échantillonnage qui existent, c'est le mode d'échantillonnage par quota qui est beaucoup plus plébiscité parce que c'est ça qui permet de généraliser les résultats. Alors, pourquoi on parle d'échantillonnage par quota? Ça permet de généraliser les résultats. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si l'étude que vous avez menée pour une même population, par exemple, si on mène une étude en Martinique, je prends l'exemple de Martinique tout à l'heure, si on mène une étude aux États-Unis, par exemple, à partir de la méthode des quotas, si l'étude réalisée sur les Américains, si cette étude a été réalisée à Floride, les résultats trouvés seront pareils pour quel que soit l'Américain qui participe dans cette étude. C'est pour cela qu'on peut généraliser. On peut généraliser. Les résultats trouvés, on peut dire, c'est appliqué à l'ensemble de la population. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est utilisé. Alors, pour ces études-là, ce sont des études qui sont précises, hein, il ne faut pas passer à côté. C'est pour cela qu'on vous conseille, quand vous mettez en application la méthode par des quotas, il faut que vous disposez déjà des échantillons, des données déjà bien précises dès le départ, des statistiques sur la population à étudier. Voilà, en gros, c'est ça, c'est l'une des méthodes à utiliser, c'est qui est beaucoup plus conseillé, c'est par quota. Mais quand vous avez des doutes, bon, vous faites aléatoire simple. Hein, quand vous avez une base de sondage, vous passez par aléatoire simple. Mais quand vous voulez des choses plus précises, vous
passer par méthode des quotas. Mais quand vous n'avez pas une base de sondage, vous avez du mal vous n'avez pas de possibilité d'établir des quotas ou bien des pourcentages de votre population d'études, vous n'avez pas assez d'informations sur les critères sociodémographiques, on vous conseille beaucoup plus de passer par commodité. Voilà, d'accord? C'est ça. Maintenant, on va voir la notion de la taille de l'échantillon. Bon, c'est vrai, on vous montre comment établir votre mode d'échantillonnage, mais il faut que votre échantillon dispose d'une certaine taille critique. Il faut que ça ne soit ni trop petit, ni trop large. Ça, c'est important. Il faut qu'on pense à ça. Quand on parle de la taille de l'échantillon, il faut que ça ne soit ni trop petit, ni trop large. Il faut qu'il y ait une taille critique, sans quoi vous ne pouvez pas aller sur les terrains. Sinon, vos résultats vont être biaisés. Vous allez voir le jour de votre soutenance, hein, ils vont dire que si vous avez enquêté ou bien interviewé seulement 3 personnes, ça, ce n'est pas représentatif. On va vous dire ça. Est-ce que vous pensez que vos 3 personnes vont être à partir de votre enquête sur de votre entretien de votre interview sur 3 personnes, vous pensez que vous pouvez valider ou bien vérifier vos hypothèses? Mais non, c'est ça, il faut tenir compte de ça. Et puis, ça dépend du fait qu'on veut mesurer. On dit au fur et à mesure que la taille augmente, c'est au fur et à mesure que les résultats est intéressant. Mais par contre, il ne faut pas dépasser d'un certain seuil. Et là, encore, en fonction du seuil, on va dire quel outil que vous allez utiliser. Si c'est trop élevé, il faut utiliser des outils sophistiqués. Ce n'est pas Excel seulement. Excel n'est pas un outil performant qui va vous sortir les résultats qu'on cherche à mesurer. Ça, il faut penser à ça. Et voilà. Et selon la règle de base, on vous a dit il faut un minimum de 10 répondants pour chaque variable. Si vous menez une étude quantitative, 10 répondants pour chaque variable, bah, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez seulement 10 personnes qui répondent pour chaque variable utilisée. Variable, hein, on avait vu ça. Variables, ce sont des parties d'une hypothèse. Dans une hypothèse, il y a 2 variables, variable explicative et variable expliquée. C'est ça qu'on avait parlé quand on avait abordé la notion sur les hypothèses. Alors, si on a 3 hypothèses, on va dire 3 hypothèses, théoriquement, on a au moins 6 variables. 6 fois 10, ça fait 60. Il faut un minimum de 60 personnes pour qu'on puisse continuer à commencer à analyser les résultats. Mais par contre, pour déterminer la taille de l'échantillon, c'est pour cela qu'on utilise 2 formules, la formule de Kouchran et la formule de Slovin. Ces 2 formules-là permettent de déterminer la taille de l'échantillon. Bon, c'est ça que je vous mets ici. Bon, dans les mémoires, on voit les étudiants ont l'habitude de mettre dans ces formules-là parce que c'est important. C'est important pour démontrer que vous avez une certaine capacité de traiter des choses scientifiquement, empiriquement. Voilà, c'est pour cela qu'on utilise ces 2 formules que vous pouvez utiliser pour déterminer la taille de l'échantillon. Voilà, c'est ça. La formule de Slovin et la formule de Kouchran. Mais par contre, dans les études que j'ai vues, on a tendance à utiliser beaucoup plus la formule de Kouchran parce que avec Kouchran, on travaille sur la variable T, hein, variable T, qui n'est autre que le Z-score que vous avez fait en première année universitaire. Première année, c'est là qu'on avait travaillé sur les statistiques. Et puis, bon, vous avez travaillé vous avez fait aussi pas mal de probabilités avant, mais en première année universitaire, c'est là qu'on travaille sur les règles statistiques, statistiques de base, hein, c'est là qu'on applique cette formule-là. Cette formule-là, c'est notamment les Z-scores. Les Z-scores, hein, c'est qu'on représente par la valeur T. Alors, mais par défaut,
On dit pour la taille d'échantillon, comment on justifie la taille d'échantillon? On dit que, on considère que le risque d'erreur correspond à 5%. Ça signifie en quelque sorte 95% de notre échantillon est viable. C'est ça que vous voyez ici. Le T désigne le niveau de confiance. Le niveau de confiance, hein, c'est ça. Dans le T, le niveau de confiance qu'on appelle le Z-score, c'est la valeur du niveau, la relative du niveau de confiance, 95%. Voilà. Et pour 95%, on remplace T par 1,9. Ça, c'est important. Et le risque d'erreur égal à 5%. Voilà, c'est comme ça. Essayez de voir ça, de lire un article scientifique ou bien de lire un mémoire scientifique. On va voir qu'on dit le pourcentage d'erreur estimé est à 5%. C'est ça que vous l'avez fait déjà, vous l'avez fait en statistique de base. C'est la même chose qu'on reprend. Alors, bon, ce que vous présentez là, vous n'allez pas faire des calculs, non, ne vous inquiétez pas. Vous l'ajoutez comme ça, vous faites un copier-coller, vous l'expliquez dans le mémoire, ça veut dire que là, vous vous protégez. Mais vous allez répéter ça quand vous allez faire les analyses statistiques. Vous allez dire que sur vos données, on part d'hypothèse que euh, mon échantillon est valable à 80% et le risque d'erreur dû à l'échantillonnage est de 5%, est fixé à 5%. Voilà. Ça, vous n'oubliez pas ça, c'est important. Bon, là, on a quelques exemples, hein, quelques exercices qui vous aident déjà sur les deux. Vous aurez le temps, vous pouvez les retravailler. Bon, dommage, là, je n'ai pas de tableau, je ne pourrai pas le faire, mais vous pouvez retravailler avec ces deux exemples, hein, sur le modèle de Slovène et le modèle de Cochrane. Bon, alors, c'est maintenant, une fois que vous terminez avec votre étude, votre échantillonnage, c'est à ce moment-là, vous êtes prêt pour aller sur le terrain. Ça, c'est important, il faut penser à ça. D'accord? Mais pour aller sur le terrain, il faut disposer des outils. Les outils, on parle d'instruments de mesure, les outils qu'on appelle instruments de mesure, des outils d'enquête terrain, les instruments de mesure. Les instruments de mesure, c'est soit les questionnaires, soit le guide d'entretien, soit la grille d'observation. Les questionnaires, c'est pour les sondages, pour les études quantitatives. La grille d'observation, c'est pour les études qualitatives. Et le guide d'entretien également, c'est pour les études qualitatives. En même temps, il existe des outils que vous pouvez utiliser pour construire vos questionnaires, même votre guide d'entretien. Dans certains cas, on a Google Forms, ça c'est pour établir les questionnaires classiques, hein, les questionnaires avec les modalités de réponse qu'on appelle souvent des échelles de mesure. On aura le temps, il nous reste deux autres séances à voir sur les outils, hein, sur ces outils-là, sur les instruments de mesure. On a Qualtrics. Qualtrics, c'est un logiciel pour les études qualitatives qu'on peut utiliser. Ça permet en même temps de paramétrer dès le départ en fonction des critères d'analyse que vous allez fixer. Après, quoi d'autre qui existe, hein, qu'on peut voir? Il y a l'IMServer que j'avais essayé quand j'étais étudiant, l'IMServer. J'avais fait la différence avec Google Forms parce que l'IMServer m'a permis d'avoir des données plus fiables et aussi d'analyser mes résultats plus rapidement. Et Valdongo, c'est presque euh, comme l'IMServer. Hydragen Server aussi qui existe. Il y a Sphinx, hein. Sphinx, ça c'est un outil francophone, hein. Ça c'est plus pour les personnes qui se trouvent dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, hein, et aussi les personnes qui se trouvent en France. SurveyMonkey, hein, et SurveyMonkey, c'est payant, hein, dommage, c'est payant. Mais Google Forms, c'est gratuit. Après, il existe aussi Forms dans Microsoft aussi que vous pouvez utiliser. D'accord? Et puis, bon, si vous voulez faire des analyses poussées avec Qualtrics,
c'est meilleur à utiliser Qualtrics, mais c'est payant. Il y a des plateformes en ligne qui donnent des possibilités. Vous pouvez taper sur Internet et ça permet d'aller plus loin. Alors, ça, c'est aussi, il y a l'approche Serve-Qual, ça aussi, il y a un article sur Wikipédia que vous pouvez aller regarder qui vous donne une idée sur ces outils-là. Mais bon, si vous n'êtes pas des spécialistes, hein, vous pouvez utiliser seulement Google Forms pour collecter vos données et puis pour le traitement, vous voyez ailleurs. D'accord? C'est ça. Bon, en gros, c'était ça qu'on devait voir dans l'approche, dans dans les modes d'échantillonnage. Hein. Maintenant, il faut passer par des outils pour aller sur les terrains. Eh bien, on avance. Hein. Alors là, maintenant, on va sur les terrains. Là, sur les terrains, on parle des études. Hein. Là, on va voir quelques éléments de définition. Les différents types d'études qualitatives hein, et enquêtes quantitatives, qualitatives, on va voir ça. Les méthodes d'entretien et comment présenter les résultats et analyser des données d'études qualitatives hein, et les limites des études qualitatives. Bon, c'est ça qu'on devrait voir. Bon, là, l'heure avance sur nous, il est déjà 11. Je dois arrêter à 30, hein, 30, 35. Si vous avez des questions, comme ça, on peut échanger. Bon, je sais que bon, les gens sont partis pour aller regarder leur match. Bon, j'ai dit bon match à ces gens-là. Mais bon, on avance. Et vous qui êtes en Europe, bon, plutôt en Afrique, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, hein, et vous êtes 17 maintenant. Bon, c'est bien. On avance. Hein, on avance. Hein. J'espère que vos camarades ils vont gagner. Hein, leur équipe vont gagner. OK, on avance. C'est ça. On va voir quelques éléments de définition. On dit études qualitatives, quelques éléments de définition. On dit les études qualitatives sont des études qui permettent de collecter et analyser les éléments psychologiques. Ça, c'est intéressant. Le mot, c'est éléments psychologiques. Quand on mène des études qualitatives, c'est pour analyser, collecter et analyser les éléments euh, psychologiques. Ça permet d'expliquer des faits, des motivations et les comportements. Que ce soit un entretien, une interview, que ce soit une observation, ça permet d'étudier les comportements des individus, leurs motivations, et aussi les freins aussi. Ce n'est pas seulement les motivations et les freins. Généralement, on dit, bon, on fait l'étude qualitative avant de procéder à l'étude quantitative. Et voilà, elle répond à la question pourquoi et ça permet de comprendre un phénomène et non de mesurer. Ça, c'est important. L'étude quantitative, c'est pour mesurer. L'étude qualitative, c'est pour comprendre. C'est ça qu'on vous demande de maîtriser. Quand vous allez argumenter les vocabulaires, les verbes que vous allez utiliser, il faut que vous faites attention pour qu'il n'y a pas de mésinterprétation. Au lieu de dire comprendre, vous dites mesurer. Au lieu de dire mesurer, vous dites comprendre. Mesurer, c'est pour l'étude quantitative. Comprendre, c'est pour l'étude qualitative. Mais par contre, pour l'étude qualitative, ça se base sur la collecte des données sur un échantillon réduit, échantillon d'études réduit. Bon, là, je ne vais pas donner le nombre, mais bon, il faut penser à ça, c'est réduit. L'échantillon n'est pas trop élevé. D'accord, c'est la première chose. L'objectif des études qualitatives, hein, c'est chercher à comprendre hein, un changement, une évolution ou bien un comportement et pourquoi? C'est répondre à la question pourquoi. Pourquoi il y a un changement? Pourquoi il y a une évolution? Pourquoi il y a un comportement? Pourquoi il y a tel résultat? C'est la question. Là, on cherche à être, on cherche à philosopher. Les questions pourquoi? On cherche à poser cette question-là. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais oui, on cherche à philosopher, mais quand vous allez mener vos entretiens, vous n'allez pas demander aux gens pourquoi ça, pourquoi ça. Sinon, c'est non, ce serait une interview journalistique qui n'a rien à voir.
OK, ça c'est important, il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire identifier les variables explicatives. C'est dans le pourquoi, la question pourquoi on pose, selon la façon dont la personne interviewée va répondre, en fonction de vos compétences sur le sujet étudié, vos connaissances. Pour cela, il faut être familier avec les vocabulaires clés, les notions techniques et leurs synonymes, hein, dans le cadre de votre étude. Quand vous interviewez la personne, la façon que la personne parle, c'est cette manière-là que vous allez plus extraire dans ce que la personne dit pour pouvoir comparer et pour pouvoir trouver la réponse, hein, à votre pourquoi. Et trouver et comprendre les freins et les motivations, c'est ça qu'on avait parlé déjà. Pourquoi ces personnes sont réticentes à telle ou telle technologie? Pourquoi ces personnes sont sont réticentes à prendre tel ou tel médicament? Pourquoi telle personne est beaucoup plus réfractaire par rapport à tel groupe, etc., etc. Ça, c'est important. Chercher à trouver et à comprendre, hein, les freins et les motivations. Expliquer une attitude à un comportement en quelque sorte, à la fin. Et connaître l'ensemble des raisons qui poussent, hein, une personne ou bien un consommateur à agir. Voilà, bon, ça c'est toujours la question pourquoi, hein, en termes d'objectifs, hein, et pourquoi réaliser une étude qualitative, c'est pour comprendre, explorer, identifier, formuler et apprendre. Comprendre, c'est ça. On travaille sur des sujets innovants, on voit des phénomènes qui se passent dans la société. Notre but, c'est de comprendre et afin de tirer des conclusions. Il ne faut pas parler comme ça. C'est cette étude qui permet de comprendre et pouvoir, qui vous permet par la suite de conclure. Et puis, explorer un secteur d'activité quelconque. Explorer, bon, on fait toujours l'exploration. Les études exploratoires, c'est quand il y a une nouveauté, une mode, c'est là qu'on va explorer. On va chercher à avoir des connaissances. C'est pour cela qu'on passe souvent par des experts. Ce sont ces experts qui donnent leur avis. Ces experts qui donnent leur avis, ça vous permet d'explorer. Vous passez par plusieurs experts et plusieurs experts vous donnent leur avis et ça vous permet d'explorer. Ça, c'est l'exemple. Identifier la dimension d'un problème. Alors là encore, ça vous permet d'identifier, de comprendre, d'identifier, de voir où se trouve le problème, la source du problème. Ça vous permet d'identifier. Si que on vit dans une société, on voit que tout part du travers, le mieux à faire, c'est de mener des études ou bien de s'asseoir avec les gens, tout le monde, pour trouver où se trouve la source du problème. Si on n'a pas la source, on ne peut pas proposer des solutions. Ça permet de formuler des hypothèses parce que des fois, les hypothèses que vous formulez pour l'étude qualitative, hein, quand vous allez sur le terrain, vous allez vérifier ces hypothèses. Et parfois, les résultats trouvés pour l'étude qualitative sont considérés comme des hypothèses. Bon, ça, c'est plutôt pour les méthodologies mixtes, les personnes qui appliquent une méthode qualitative et une quantitative. Ils réalisent l'étude qualitative en amont et après, la personne va réaliser une étude quantitative. Du coup, les résultats trouvés pour l'étude qualitative sont considérés comme des hypothèses. Voilà, apprendre un vocabulaire, voilà, surtout quand on entend un mot que tout le monde utilise maintenant, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mener une étude pour comprendre. OK. Les différentes techniques de l'étude qualitative, on a les techniques individuelles, les techniques de groupe et techniques associatives. Techniquement, quelle différence on va dire entre technique de groupe et associative? Technique de groupe, c'est les fameux focus group, hein, les groupes de discussion, les groupes de parole, groupes communal, etc. Mais les
technique associative, c'est là, on associe des objets, des mots à des individus ou à un phénomène ou à quelque chose. C'est ça. C'est là qu'on appelle des techniques d'association. On appelle ça des techniques projectives. Des techniques projectives. Ça, c'est plutôt, on a ces genres de techniques, hein, c'est plutôt en sociologie qu'on utilise pour trouver des référents sociaux. On utilise ça beaucoup plus en sociologie. Mais bon, pour nous, on va se contenter soit technique individuelle, soit technique en groupe. Parmi les techniques individuelles, on a les entretiens individuels en profondeur et les observations simples, les observations complexes ou approfondies. C'est ça qu'on va essayer. Pour les méthodes d'entretien, là, on va voir les entretiens qui existent, les entretiens individuels. Hein. C'est individuel parce que on a une seule personne en face de nous. Voilà, une seule personne, on va interviewer une seule personne. Le lieu où ça se déroule, soit dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Vie professionnelle, c'est lieu de travail, hein, loisirs, etc., etc. Exige aussi, hein, quand vous réalisez ces genres d'entretien, on vous conseille toujours d'enregistrer. Après, vous allez tout retranscrire. Il faut enregistrer. Pourquoi c'est enregistré? Parce que quand on a la personne passe, si vous prenez des notes, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier, vous ne pouvez pas tout enregistrer. C'est pour cela qu'il faut penser à ça, d'enregistrer. Vous ne pouvez pas tout noter. Vous ne pouvez pas tout noter, c'est pour cela qu'on vous demande toujours d'enregistrer. Ça, c'est important. C'est enregistrer pendant toute la durée de l'entretien. Bon, comment ça se passe? Vous ne débarquez pas quand vous arrivez sur place, vous avez dit, bon, vous savez qu'il faut que j'enregistre. La personne peut dire, non, 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 je ne suis pas d'accord. Alors, c'est pas comme ça marche. Il faut, au préalable, vous prévenir la personne que vous allez enregistrer, vous dites pourquoi c'est bon pour vous. Il faut rassurer la personne selon la loi. Après avoir, bon, dépendamment de votre pays, il y a une loi quand même, quel que soit le pays. Il y a une loi qui protège la vie privée des gens, euh, surtout la loi qui concerne l'informatique, hein, les données. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Vous mentionnez ça à la personne que vous allez enregistrer. Vous dites que selon la loi, vous pouvez quand même récupérer vos supports après. Bon, votre revoir après. Ou bien, après, une fois que je termine ce travail, je supprime automatiquement. Et autre chose, il faut dire à la personne que vous allez utiliser juste des codes. Ce n'est pas son nom que vous allez utiliser. Bon, il faut rassurer ça. Il faut rassurer la personne dès le départ. Bon, on dit bon, parmi les entretiens individuels, hein, on a les entretiens non directifs ou libres, il y a semi-directif ou bien et l'entretien directif. L'entretien non directif ou libre, ça c'est basé sur les techniques en psychanalyse. Pourquoi? Parce que c'est comme si on demande à un patient qui va voir un psychologue, quand on arrive, le psychologue vous demande de parler. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous parlez. C'est pour cela qu'on dit cette technique psychanalyse. Bon, vous n'allez pas utiliser, bon, on n'utilise pas ça souvent, mais par contre, c'est une technique qu'on utilise hein, quand on est en affaire avec un expert dans un domaine qui maîtrise les domaines. On dit on pose à la personne une seule question, on dit, que pensez-vous de ça? Et dis-moi ce que vous pensez. Et en même temps, donnez-moi des détails. Voilà, seulement cette question, et puis la personne peut parler 1 heure sans relâche. Ça aussi, ça c'est technique d'entretien non directif pour lui. Cet entretien semi-directif, on dit c'est très utilisé en études en sciences, c'est pas seulement en gestion, sciences sociales, sciences humaines et sociales, et puis tout ce qui concerne la société aussi. C'est très utilisé, et même en finance, hein, finance qui est une science, c'est basé sur les chiffres, même en finance, j'ai une collègue qui avait réalisé entretien semi-directif.
Et l'entretien directif, ça parle souvent technique d'interrogatoire. Bon, ça, on va voir ça. Alors, entretien individuel en profondeur des types non directifs. Là, pour l'entretien non directif, on dit que ça permet d'explorer la face cachée d'un discours. Généralement, c'est quand on est en face des personnes qu'on appelle des personnes encyclopédiques qui maîtrisent tellement des choses, c'est pas la peine, on n'arrive même pas à cadrer ces gens-là. On lui demande à la personne d'opiner sur un sujet. Et la personne a la carte blanche pour parler tout ce qui passe dans sa tête. C'est ça aussi. Bon, on dit pas de question, parfois c'est une seule question. La parole libre à la personne. Et vous, vous êtes là pour observer les gestes, les répétitions, les lapsus, les silences. Ça, c'est important. Vous notez tout. Et vous cherchez à comprendre le sens des mots. Après, vous pouvez aller fouiller. Vous n'allez pas revenir sur l'entretien, vous n'allez pas poser des questions pour demander à la personne, vous n'allez pas relancer la personne en quelque sorte. Pas relancer, il n'y a pas de relance. C'est la différence. D'accord? Mais on voit, c'est quand on est en présence des essayistes qui réalisent des ouvrages, on demande à la personne de parler tout, de dire tout sur son ouvrage. Et la personne va se lâcher. C'est l'inconvénient, si on mène une étude, on trouve des experts comme ça, des notables, hein, surtout des notables, on demande à la personne qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel concept. Et parfois, la personne rentre dans les anecdotes, la personne raconte des blagues et la personne peut même aller au-delà mais passer à côté, totalement à côté de votre sujet pour parler de sa propre expérience. Alors, c'est quand ça arrive et vous n'avez pas le droit d'interrompre la personne, vous laissez la personne. Et puis, bon, au final, vous devez faire un tri en ce que la personne a dit et ce qui ne vous intéresse pas, vous laissez de côté. Alors ça, c'est l'inconvénient avec cette technique d'entretien non directif. L'entretien non directif, c'est quand on est en présence des experts, des personnes qui maîtrisent son domaine. Voilà, c'est ça, en entretien non directif, on dit. Maintenant, l'entretien semi-directif, qui est différent de l'entretien non directif, hein, parce que l'entretien non directif réalise seulement à partir d'une question bien interne, mais l'entretien semi-directif, c'est à partir d'un guide d'entretien. C'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une personne qui gère l'entretien, qui mène l'entretien. C'est pareil, les techniques journalistiques. Voilà, les techniques journalistes, des journalistes honnêtes hein, qui cherchent à avoir des informations. Là, c'est cette technique-là qu'ils utilisent. En journaliste, on dit technique semi-directive. Voilà. Mais par contre, on voit une tendance, et à l'international, on voit que les journalistes sont dépassés les bornes. Hein. Au lieu de faire des interviews semi-directifs, ils arrivent à faire des entretiens directifs. C'est ça qu'ils forcent la personne à répondre. Mais bon, c'est ça qu'on va essayer de voir là. On dit, c'est si besoin, l'enquêteur relance hein, après un silence prolongé aussi. Parce que ça peut arriver, il y a des temps morts qui peuvent durer 2 à 3 minutes. Pendant ces temps morts, il faut penser à relancer. Si on voit la personne écarte le sujet, vous relancez la personne. Donc, c'est ça, les différents types de relance qu'on va avoir aussi après. On dit l'entretien, bon, c'est ça qu'on avait vu, on dit c'est non directif, on avait parlé déjà, l'exemple, on dit s'appuie sur la méthode d'investigation ici de la psychanalyse. Ça, c'est important. C'est entretien non directif. Mais par contre, l'entretien semi-directif, on dit réalisé à partir d'un guide d'entretien. On va voir comment ça se déroule. Ça se déroule en 4 étapes. Hein. La première phase, 4 phases ou 4 étapes. La première phase qu'on appelle phase d'introduction. La deuxième phase, c'est la phase de centrage. Et troisième phase, phase de relance. Et quatrième phase, c'est la phase de conclusion. Dans la phase d'introduction, c'est là, ça permet d'établir un climat de confiance avec la personne qu'on cherche à interviewer.
Et cette personne-là, c'est là qu'on peut parler avec la personne, rencontrer avec la personne, lier de connaissances, vous parlez de vous et la personne, sur la personne, sur son activité, etc. Et bon, parfois les gens n'ont pas de temps. Bon, ce travail, c'est important de se familiariser avec la personne. Pour cette phase d'introduction, il ne faut pas passer à côté. Ah, ça, c'est important. Voilà. Et dans ce cas, vous dites à la personne, nous allons aborder tel ou tel sujet. Donc, par exemple, on a un exemple, nous allons parler de la responsabilité sociale et environnementale. Comment réagissez-vous quand les personnes de votre entourage, soit des amis, soit de la famille, abordent ce sujet? Voilà, c'est ça. Là, on parle sur responsabilité sociale et environnementale. Si on parle sur les traitements en milieu hospitalier, on ajoute directement. Comme ça, ça permet au moins d'établir le cadre de réflexion. Et puis, la deuxième phase, on dit, c'est la phase de centrage du sujet. Vous cherchez à concentrer sur votre question de recherche. Vous cherchez à concentrer sur votre problématique. Vous cherchez à concentrer sur vos hypothèses. Voilà, c'est là que vous lancez par une question ouverte. Toujours la question, il faut que la question soit ouverte. Les quels sont, il faut oublier ça. C'est quels sont, il faut oublier ça. C'est toujours une question ouverte. Voilà. Essayez d'être sympathique. Ça, c'est important. On a exemple, hein, et vous aurez le temps, je ne vais pas tout. On dit la phase d'approfondissement, c'est là que vous cherchez à relancer, hein, vous cherchez à approfondir. Ça permet de revenir sur les points évoqués précédemment, mais trop rapidement. Voilà. Ça, ce sont des phases de relance. Quand on fait la phase d'approfondissement, c'est la phase de relance. Vous allez plus loin, à fouiller. S'il y a des choses que la personne n'a pas mentionnées, que vous aimeriez, à partir de la littérature, vous avez des informations, vous aimeriez que la personne revienne sur ces choses-là, vous faites une relance. Ça, c'est important. Et la tactique, vous voyez, d'être plus sympathique. Vous dites tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous détestez, bon, c'est un exemple, les émissions de téléachat. Si je comprends bien, vous n'aimez pas les techniques de vente qu'elle pratique. Et les gens aiment ça. Quand la personne dit, si je comprends bien, si je comprends bien, ça veut dire que moi, naïvement, j'aimerais savoir telle ou telle chose. Moi, pour mon niveau d'idiotie, j'aimerais savoir, c'est comme ça, on parle. C'est comme ça, bon, on ne va pas dire mon niveau d'idiotie, mais dit, si je comprends bien, ça veut dire que je ne comprends pas. En quelque sorte, je comprends. C'est comme ça. Et puis, bon, vous enchaînez et ça marche, ça passe très, très bien. Ça passe très, très bien. Alors, c'est que, bon, ça, c'est ça, c'est cette technique-là qu'on apprend dans les écoles de journalistes, des sciences politiques, etc. Cette technique qu'on apprend aussi en négociation, relations internationales, négociation. Cette technique permet de déplacer des montagnes parce qu'avec cette technique, on aura la bonne information. Ça aussi. Et quand vous relancez, il ne faut pas dire, vous avez dit tel, pourquoi? Non, non, non. Vous vous rabaissez en quelque sorte. Vous dites, tout à l'heure, vous m'aviez dit, voilà, vous m'aviez dit que vous détestez les humains. Si j'ai compris. Bon, et puis la quatrième phase, c'est la phase de conclusion. Là, ça permet de ramener l'enquêté à la réalité. Voilà, ça c'est là que vous allez trouver des informations personnelles. La personne veut vous discuter, vous veut parler de son niveau d'études. C'est maintenant que la personne va partager cette information. Après son niveau d'études et son âge aussi. Puis, autre chose que la personne peut partager, le lieu où la personne habite. Ce sont des informations complémentaires qui vous permettent aussi de nuancer vos résultats. Ça, c'est, faut penser à ça. Alors, bon, qu'est-ce qu'on avait dit? Avant d'aller plus loin, on a l'exemple déjà. Au fond, on a l'exemple, on a deux personnes en attente. Ce sont ces deux personnes-là. On a un gros problème de connexion dans les Caraïbes, ça c'est sûr. On dit, au fond, vous m'aviez dit tout à l'heure
que tous les produits de beauté ne servent pas à grand-chose. Il doit bien avoir du vrai dedans. Bon, c'est à la fin, essayer de titiller la personne, de revenir sur terre. Quand même, ça, c'est important. C'est la phase là que tout le monde est détendu. C'est là que vous parlez, la personne parle clairement. Alors, ça, vous faites ça, c'est quand vous avez compris que vous avez tout épuisé. Si vous avez tout épuisé, et maintenant, il n'y a rien à gagner en quelque sorte. Il n'y a rien à gagner et puis la personne va quand même se lâcher, va dire la vérité. Voilà. En gros, c'est ça que vous devez faire dans les quatre phases. Première phase, introduction. Deuxième phase, centrage. Troisième phase, approfondissement. Et dernière phase, conclusion. Alors, je vous ai parlé des relances. Il y a trois types de relances. Relance simple, relance différée, relance interprétative. Bon, je sais qu'on ne va pas tout faire, mais bon, je préfère, bon, je vous fais ça parce qu'il est déjà 35. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Relance simple, relance différée, relance interprétative. Ces modes de relance ont un impact sur les résultats de la collecte des données. Relance simple, ça permet d'encourager le répondant à répondre. C'est comment ça se réalise, c'est toujours les techniques journalistiques. Vous reprenez 2 à 3 mots de ce que l'interviewé ou bien le répondant vient de dire et laissez la phrase en suspens. Et parce que ça aide la personne à répondre. Ça aide la personne. Si vous maîtrisez votre sujet, c'est bien, mais en même temps, si vous maîtrisez votre sujet et la personne que vous êtes en train de questionner sur votre sujet et cette personne-là a du mal à répondre. Et si cette personne-là a du mal à répondre, vous l'aidez à répondre. Vous l'aidez à répondre, euh, c'est la relance. Vous prenez 2 à 3 mots et puis vous laissez la phrase en suspens. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez déjà vu un journaliste faire ça? Voilà, c'est pour cela. Ce sont les techniques qu'on apprend en école de journalistes, hein. Ça, c'est la technique de relance journalistique. Relance simple. Relance différée. Relance différée, ça, vous écoutez la personne parler et en même temps, vous voyez que vous n'êtes pas satisfait de la réponse que la personne a donnée par rapport à un thème ou bien comment la personne a terminé sur un thème, vous écrivez ça quelque part. C'est là que vous revenez sur un point que la personne a abordé trop hâtivement et puis bon, c'est là que vous faites votre relance. La relance différée. Vous voyez, vous dites tout à l'heure, vous m'avez dit que, voilà, vous reprenez 4, 5 mots. Relance simple, c'est 2 à 3 mots et relance différée, c'est 4 à 5 mots. Vous reprenez 4 à 5 mots. Ça permet de faire parler à la personne. Eh bien, une fois que vous maîtrisez ces phases de relance, vous pouvez faire le métier d'intervieweur ou bien des journalistes qui cherchent à interviewer les hommes et les femmes puissantes dans le monde. C'est ça, hein, c'est simple. Alors, c'est ça, c'est comme ça. Et puis, la dernière relance qu'on utilise, c'est relance interprétative qu'on utilise pour clôturer un thème. Clôturer un thème, on utilise toujours la relance interprétative. Bon, quand on avait dit qu'un guide d'entretien, c'est un ensemble de thèmes. Là, on parle de thèmes. On va dire, c'est là que vous dites, si je comprends bien, pour vous, et puis tout se passe comme si, etc. Et là, la personne va clarifier, va dire oui ou bien la personne va dire non, non, c'est pas ça. C'est là, la personne va vous donner la précision. Ça, c'est important. C'est 3 types de relances qu'on rencontre au niveau des formations journalistiques. Ce sont ces relances aussi, on utilise aussi en négociation. Et pareil, c'est cette technique entretien semi-directif, c'est également cette technique qu'on utilise en milieu journalistique et quand on est en relation internationale. Voilà, ça c'est important. Ce qu'on vous a dit, on dit l'entretien semi-directif individuel semi-directif, c'est beaucoup plus utilisé en sciences humaines et sociales ou bien dans les études exploratoires ou innovantes.
Les études exploratoires, c'est des études qu'on mène sur un sujet innovant. C'est pour première fois, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est à la fois exploratoire. Si c'est un sujet innovant, pareil, on mène une étude qualitative et puis on réalise l'entretien individuel semi-directif. On dit contrairement au premier type, contrairement à l'entretien non directif, là, l'enquêteur intervient parce que c'est l'enquêteur qui lance, qui pose des questions autour des thèmes et en même temps, c'est l'enquêteur qui réalise les relances, soit relance simple, soit relance différée ou bien la relance interprétative. Ça, il ne faut pas oublier ça. Et puis, on dit l'enquêteur dispose d'un guide d'entretien. C'est son outil de travail. Il y a un guide d'entretien. Parfois, je vois les étudiants nous bassinent avec des guides d'entretien qui sont remplis des guides d'entretien qui sont remplis de questions. Et là, encore, on dit l'étudiant a passé à côté est passé à côté de quelque chose. Voilà, ça c'est important. Et on dit le rôle de l'intervieweur, dans ce cas-là, c'est d'encourager les répondants à s'exprimer et à centrer son discours, si nécessaire. C'est d'encourager. C'est pas, on n'est pas là pour, comment dire, on n'est pas là pour démonter la personne, hein, comme les porte-pièces. On n'est pas là pour démonter la personne, on est là pour encourager la personne. Et c'est ça qu'on voit dans les grands médias internationaux de type BBC, quand vous regardez les entretiens des hommes puissants et des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques. On voit, c'est comme ça. Ils sont là pour encourager la personne à répondre. Ils sont là et ça, c'est plutôt dans les investigations. Les émissions d'enquête. Hein, les émissions d'enquête sont là pour ça, pour encourager. On voit quand on cherche à interviewer quelqu'un, on est là pour encourager la personne. Quand vous regardez un documentaire sur un sujet quelconque, il y a ce côté d'enquête. Quand on rencontre la personne, on cherche à encourager la personne. C'est ça, dommage, hein, le métier du journaliste n'est plus ce qu'il était avant, mais c'est comme ça marche. C'est comme ça marche. On est là pour encourager la personne en face de nous à répondre. Ça nous permet de collecter les bonnes informations. Ce n'est pas pour chercher à contredire la personne ni pour faire dire à la personne des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà, en gros, c'est ça. On est en termes de durée, ça c'est duré entre 30 minutes et jusqu'à 1 heure. C'est toujours enregistré. Et je vous ai bien dit, il faut toujours dire que il faut prévenir la personne que vous allez enregistrer. Ce n'est pas quand vous arrivez sur place, vous allez sortir votre téléphone ou bien votre dictaphone pour enregistrer. C'est prévenir la personne à l'avance. Vous dire que vous allez enregistrer. Vous dites pourquoi? Parce que après, vous allez tout retranscrire parce que vous ne pouvez pas écouter en même temps et prendre des notes. Et si vous prenez des notes, peut-être vous allez mettre des notes à votre manière, peut-être de faire dire à la personne des choses qu'elle n'a pas dit. Alors, ça, c'est important. Hein. Il faut rassurer la personne que ça va traiter selon les réglementations du pays, de votre pays, du pays où vous vous trouvez. C'est ça. En matière de protection des données personnelles, parce que ce sont des données personnelles. Bon, OK. Maintenant, passons, je vais m'arrêter ici parce que je reviens la semaine prochaine, on revoit ça. La dernière technique, peut-être, je parle, je ne restais pas, c'est la technique d'entretien individuel directif. Le directif, là, on est direct là. Voilà, on est direct. On pose un ensemble de questions à la personne que la personne doit répondre directement. Un ensemble de questions. Et la personne doit répondre directement à ces questions. Ça, c'est très loin des méthodes traditionnelles. On dit ça, ça s'apparente aux méthodes d'interrogatoire policière, aux techniques hein, d'interrogatoire policière. C'est ça. C'est que, voilà, c'est juste des questions qui sont des questions musclées dans un temps record, il faut répondre. C'est cette technique-là que les policiers utilisent hein, pour cuisiner les gens. Voilà, mais dans les études, on n'utilise pas. On n'utilise pas et je ne vous conseille pas.
aussi d'utiliser la méthode d'entretien individuel directif. Le mot directif seulement, vous êtes là, vous donnez des directions et la personne va répondre. Parfois, il y a même des questions fermées aussi. On a dit des questions ouvertes, mais il y a des questions fermées aussi. Voilà, c'est polémique. C'est comme si on va vous dire entre ces deux-là, qui préférez-vous? Si on a, bon, si on revient surtout, ce qui fait polémique partout dans le monde maintenant, c'est la question géopolitique, la question politique. Soit vous êtes dans le camp à droite, ou bien vous êtes dans le camp à gauche. Comme ça. Mais non, les gens sérieux, les gens qui ont quand même un minimum de réflexion, n'est pas comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça parce que il y a un milieu aussi. Il y a un milieu. Il y a des gens qui vont dire, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, la gauche ne m'intéresse pas, la droite ne m'intéresse pas. Bon, moi, je suis tout seul. Parce qu'il y a la part de tort et la part de vérité dans chaque groupe d'individus. Ça, c'est important. Là, bon, là, cette méthode-là, il faut laisser tomber. Ce n'est pas important. C'est entretien individuel, semi-directif que je vous conseille. Non directif dans le cas où vous travaillez sur un sujet, vous cherchez à interviewer des experts dans ce domaine. Ça, c'est non directif, c'est libre. Vous êtes novice sur ces domaines, vous rencontrez la personne, vous posez la personne des thèmes et la personne parle très bien. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est non directif. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas de relance. C'est pour ça qu'on dit c'est non directif. Mais je vous conseille directif pour plus utiliser. Bon, on arrête avec les déroulés. Maintenant, il est 46. Je vais essayer de regarder les chats, les commentaires pour voir si je peux répondre ou pas. Alors, j'aurais aimé assister à ce cours. Bon, très bon, il y a pas de souci, on verra ça après. Bon, pour le quota, on en avait parlé. Alors, la question, c'est dans mon travail, je souhaite mener ouais, un entretien avec des jeunes. Mais pourquoi m'identifier les consommateurs? Pourquoi identifier les consommateurs excessifs? Attendez, Ah oui, oui, je vous écoute. Oui. Merci pour la présentation. Donc, c'est parce que mon sujet se base sur les consommateurs excessifs, pardon. Maintenant, c'est pour ça que j'ai pensé, avant même de mener l'entretien, d'utiliser un questionnaire avec l'âge, parce qu'il faut que la personne ait 18 ans et a 24 ans. Donc, pour tout pouvoir trouver les étudiants, je pense préparer un questionnaire avec quelques notions sociodémographiques, variables sociodémographiques et pour pouvoir faire l'inclusion et l'exclusion. Donc, je ne vais pas travailler avec ceux qui ont déjà des troubles liés à la consommation d'alcool. Je vais seulement rester sur ceux qui consomment sans pour autant et développent les conséquences ou bien un trouble lié à la consommation. D'accord, ok. Dans ce cas-là, quel est votre mode d'échantillonnage? Euh, je sais pas, mais non, en réalité, ce sera une étude quali. Oui, 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 quel sera votre mode d'échantillonnage? C'est ça. Bah, je vais seulement choisir 20 personnes. Je vais directement aller dans la faculté parce que j'ai une faculté spéciale. D'une manière générale, c'est les étudiants. Comment je fais? Rechercher dans la littérature quel groupe d'étudiants qui ont l'habitude de consommer l'alcool et en fonction de leur étude à cause de situations stressantes, ces sujets-là ont été déjà traités dans la littérature. On a montré qu'il y avait deux groupes que j'ai pu remarquer, les étudiants en sciences de la santé et ceux en ingénierie, je ne me souviens pas, et en droit. Donc, moi-même, je préfère travailler avec les étudiants en faculté de droit. Pourquoi? Je Parce que la littérature a montré que ces étudiants ont une tendance à consommer de façon excessive l'alcool pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir, à cause des situations stressantes dans la mémorisation des textes de loi, tout ça.
Donc, c'est à partir de là que je souhaite travailler avec eux. D'accord. Du coup, là, c'est un échantillonnage a priori. Ah, OK. C'est a priori. Vous partez des hypothèses, hein, déjà. C'est déjà des a priori que vous avez développés en fonction de ce que vous avez lu dans la littérature. C'est échantillonnage a priori. C'est le mode d'échantillonnage. C'est a priori. C'est un échantillonnage raisonné. Hein, c'est un échantillonnage de variantes a priori. Voilà. OK. C'est tout. Mais ça ne va pas modifier l'approche si je vais faire d'abord et je vais utiliser le questionnaire pour pouvoir faire après l'entretien. Ça ne va pas changer l'approche en semi ou seulement ça peut toujours rester en étude qualitative. Maintenant, Qualitative. si vous avez réalisé un sondage, vous allez réaliser un sondage. Combien de personnes que vous Ouais. sondez? Non, je sais pas en réalité. Je vais seulement dans la face. Je crois que je vais utiliser comme également l'histoire de boule de neige. Ben non, 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 il Parce faut que pas. je Oui, ne connais pas les étudiants. Je vais seulement partager le questionnaire dans un groupe WhatsApp et tous les ok. étudiants de la faculté de droit entre 18 et 24 ans donc vont remplir le formulaire et en fonction de mes critères d'inclusion, je vais inclure et en fonction de mon critère d'exclusion, je vais exclure certains temps également. D'accord, ok, ça c'est pour l'exploitation. Ok, d'accord. Ok, mais quand même, vous avez choisi déjà tel. Bon, pas au jugement, bon, vous restez. Faut pas tellement changer, c'est pas au jugement. Pas au jugement, vous basez, c'est telle population, c'est dans telle université. Pourquoi pas toutes les universités? Oui, toutes les facultés. Vous avez choisi une faculté précise, hein, c'est ça? Pour aller mener les Oui, entretiens, là, c'est pas jugement. Alors, sur le groupe WhatsApp que vous avez dit que vous allez déposer, il y a combien de personnes sur ce groupe-là? non, jusqu'à présent, je n'ai pas encore ces informations. Là, sur le Mais groupe WhatsApp. généralement, il y a l'email, une adresse mail pour tous les étudiants dans chaque faculté, dans chaque niveau. Donc, l'orientateur peut m'aider à cheminer le questionnaire à tous Voilà, les étudiants. voilà, c'est cette personne-là qui va l'envoyer directement pour vous parce que ça, c'était mon cas. Également, je voulais adresser, pour moi, c'était la responsable de communication de l'école qu'il avait envoyé pour moi pour dire qu'il y a un étudiant qui a telle étude sur tel domaine, hein, qui s'adresse à telle catégorie. Puis bon, ça, c'était précis pour moi dès le départ. Ouais. C'est ça aussi, c'est ça. Mais du coup, c'est parmi ces répondants, est-ce que vous allez ajouter une question si cette personne-là accepte hein, pour un entretien face à face? Ça aussi. Euh, en- je vais également ajouter cette question. Voilà. J'avais parlé de maintenant, je crois que ce sera important et toutes les personnes, les 20 premières qui seront euh, participer, je vais mener l'entretien avec. Les 20 premiers qui F, c'est possible. Si la personne dit oui, ça ne veut pas dire automatiquement oui, c'est oui. Hein. Ça aussi, il faut penser à ça. Hein. Peut-être la personne est, Oui, je peux, attends, je peux accepter pour environ 30 en cas où la personne désiste. il y a toujours des désistements. Ça, c'est ça, il faut penser à ça. Alors, du Oui, coup, ça existe. préciser, c'est mix. C'est mix parce que vous menez En une, CMIX, c'est mix parce que vous menez une étude quantitative hein, et une qualitative. C'est mix. mais l'analyse, d'abord, ce sera l'analyse pour une étude quali. Les Ah deux. non, je vais faire quand bien même quali et mix également. Oui, oui. Oui, oui. OK. Il faut faire, et vous Je allez, vais faire les deux. En premier lieu, je vais parler sur l'analyse quanti et après l'analyse quali. voilà, vous faites les deux. Quand il est calé et quand il vous donne des résultats chiffrés, j'imagine, établir les moyennes, les écarts Hmm. avec Excel, un tableau Excel, c'est rapide.
Après, les résultats des données quali, hein, vous allez essayer de voir dans quel sens ça s'oriente, hein. Voilà, ça c'est comme ça. Ça, c'est D'accord, important. merci. Moi-même, je pensais que c'était Quali, mais maintenant, je vais faire mix. Mais c'est mixte. Alors, bon, ce que vous avez dit, hein, pour le mode d'échantillonnage, je ne vois pas boule de neige. Non, non. Si vous passez, vous avez un critère, vous avez fixé les critères de départ. Critères de départ, pourquoi c'est cette population-là, c'était parmi les étudiants qui consomment de l'alcool, hein, pourquoi ce sont les étudiants de fac de droit et de médecine, vous avez déjà des critères a priori. Vous voyez, ce sont des a priori. Et c'est pas au jugement, hein. C'est pas au jugement. Vous les avez déjà jugés, déjà. Bon, de manière scientifique, hein, bien sûr. Ah, C'est ça aussi, c'est pas au jugement. juger aussi et en fonction des données scientifiques que j'ai lues. Oui, c'est pas au jugement. Ah, ok, merci beaucoup. C'est ça qu'on m'a dit. Voilà, et vous, bon, si c'est la méthode, si c'est l'approche mixte, il faut expliquer pourquoi l'approche mixte, hein. Qu'est-ce que vous cherchez à mesurer avec l'étude quantitative et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre avec l'étude qualitative. Oui, c'est ça. Et après, une fois que vous terminez pour regarder la tendance, hein, pour l'étude qualitative, vous allez réaliser peut-être des niages de mots aussi, des niages de mots. Et c'est à partir de ces niages de mots, vous allez présenter vos résultats d'études qualitatives. D'accord? D'accord. Je vais lire, mais en cas de doute, et dans le prochain cours, je vais faire d'autres avec vous. D'accord, bon, pas de souci. On fait comme ça, nous sommes là pour vous écouter. D'accord, merci. OK. Pas d'autres questions, d'autres personnes? Parce que là où je suis, avant de mener l'enquête, on doit présenter le projet au responsable. Donc maintenant, s'il accepte le projet, la personne va continuer. Si le projet n'a pas été accepté, la personne va expulser. D'accord. Alors, il faut présenter tout ce que, C'est triste, tout mais ça. Et d'accord, c'est comme ça, ouais. Ah, belle méthode. Ouais. Bon, c'est comme ça, ouais. Chaque pays fonctionne d'une manière différente. d'accord. Et c'est bon. Pas d'autres questions, c'est bon? Bon, eh bien, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on arrête là. Bon, j'espère que les gens qui sont dans le match sont satisfaits de leur match, hein, parce que c'est important et de toute façon, ce sera déposé sur YouTube par Emily, soit demain ou après-demain, mais je ne sais pas. De toute façon, vous êtes toujours informés par elle. On avait Lorraine avec nous. Apparemment, Lorraine est en stand-by, je ne sais pas, elle ne parle pas, elle ne voit même pas de message. Et puis, bon, je vous souhaite à tout le monde, je vous souhaite bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Bonne soirée et puis bonne fin de journée pour ceux qui sont en Amérique. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines, hein. Pareil. On espère qu'il n'y aura pas de match, hein. Oui, Moline, Alan, c'est bon pour vous? Vous avez une question? Non, sinon c'est OK. Le signe de la main, c'est OK. Je vois. OK, bon, on dit au revoir, à bientôt. J'espère que bon, vous aurez, comme c'est en train d'enregistrer, vous aurez le document sur la plateforme. N'hésitez pas aussi. Alors, puis bon, je vous encourage aussi à être sur LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel. Et c'est ça. Parfois, je ne suis pas sur WhatsApp, je suis plus sur LinkedIn. Mais bon, c'est juste pour vous dire que n'hésitez pas à être partout, comme ça nous permet de rester en contact.
Je vous salue la semaine prochaine. Bon, dans 2 semaines, on termine avec les techniques d'entretien et on commence avec, on verra aussi la présentation des résultats d'études qualitatives, comment on présente les résultats, comment on exploite les résultats, et puis les outils qu'il faut utiliser pour exploiter les résultats. Après, on enchaîne avec, avec les études quantitatives, hein. On va voir les études quantitatives et ça nous permet d'avancer au fur et à mesure. Bon, je vous salue et à bientôt. Au revoir.